pour valoriser votre offre, eh bien, il faut tout d'abord être enthousiaste. Alors, je ne vais pas vous montrer cette vidéo maintenant, mais je vous invite à regarder cette vidéo sur YouTube. Vous pourrez ensuite avoir les références en téléchargeant la présentation. C'est une vidéo qui vous explique toute la différence qu'il y a entre quelqu'un qui présente son métier, son offre avec passion, et quelqu'un qui présente son offre avec beaucoup moins d'enthousiasme, qui donne beaucoup moins envie d'en savoir plus et de le rencontrer. Il faut savoir qu'un prospect aura envie d'en savoir plus sur votre offre que si il voit en face de lui quelqu'un qui est sûr de lui, sûr de la qualité de son offre et qui en parle avec enthousiasme, qui a envie de partager son expertise, ses connaissances avec ses prospects, avec son réseau. Et donc ça, c'est une condition importante. Soyez enthousiaste dans la communication de votre offre. Soyez convaincu que cette offre est une offre à forte valeur ajoutée qui va aider vos prospects à résoudre leurs difficultés. Donc ça, c'est un point clé. Je ne peux que vous encourager à avoir cette bonne posture qui est très importante. Alors, l'un des points qui est très important pour valoriser votre offre, c'est qu'il faut très rapidement que votre prospect, que ce soit sur vos supports de communication, que ce soit au cours d'un échange téléphonique, que ce soit au cours d'un entretien en face à face, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous serez amené à parler de votre offre, il est important que quand vous présentiez votre activité, votre prospect comprenne très rapidement, 30 secondes, 1 minute, qu'est-ce que vous lui proposez, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Et donc pour ça, dans votre message, il faut qu'il y ait absolument 4 éléments. Il faut que vous parliez clairement de votre offre, qu'est-ce que vous proposez, pour qui elle est destinée, quelle est la cible à qui est adressée votre offre, quel problème vous allez aider votre cible à résoudre, autrement dit, quelle est la valeur ajoutée que vous allez apporter à votre prospect, en quoi votre offre va lui permettre de résoudre un problème et donc d'en retirer une vraie valeur ajoutée, et enfin, qu'est-ce qui vous caractérise, quel est votre avantage unique, quelle est votre touche magique qui fait qu'on va faire appel à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Vous avez bien compris que dans la présentation que vous devez avoir, votre offre doit être en cohérence avec la cible. Votre offre n'a d'intérêt que si elle répond à un besoin d'une cible. Et donc votre offre n'aura de valeur que si la proposition que vous allez faire de produit ou de service va permettre à la cible à laquelle vous vous adressez de résoudre le problème qui la concerne. Et donc une offre, ça se construit toujours par rapport à un besoin identifié du marché et non pas le contraire. Ensuite, il faut clairement que votre prospect soit convaincu de la valeur ajoutée que vous allez lui apporter. Et donc, il faut que le problème que vous allez l'aider à résoudre, il soit le véritable problème qu'a votre prospect, que ce problème soit clairement identifié, et que dans votre offre, le prospect voit clairement les bénéfices qu'il va retirer de votre offre de produit ou de service. Et donc, il faut fortement, dans votre présentation, pour bien valoriser votre offre, mettre en avant les bénéfices que va retirer votre prospect de vos prestations. Et enfin, pour valoriser votre offre, il faut bien sûr montrer à votre prospect que votre offre elle est différente de tout ce qui existe sur le marché, que vous avez vraiment un avantage concurrentiel, une approche différenciante qui va lui donner envie de travailler avec vous plutôt qu'avec un autre. Alors si on prend un exemple concret me concernant, si par exemple je dis PJV Consulting forme et accompagne dans leur prospection commerciale, ça c'est une de mes offres. Les consultants indépendants et prestataires de services aux entreprises de la métropole lilloise, ça c'est l'une de mes cibles. Pour les aider à trouver rapidement de nouveaux clients, voilà, ça c'est la valeur ajoutée que je vais apporter à ces entreprises, c'est le bénéfice qu'ils vont en retirer, concret, c'est de trouver des nouveaux clients. Et quelle est ma touche magique? Eh bien, j'ai mis au point une méthodologie spécifique pour ce profil d'entreprise, une méthodologie qui est très structurée, avec une boîte à outils qui sont des outils simples à comprendre, faciles à utiliser et efficaces en termes de prospection. Cette méthodologie, cette approche, eh bien, je l'ai déjà mise en œuvre auprès de plus de 150 entreprises avec des résultats probants à chaque fois. Donc, trouvez votre pitch, trouvez les éléments
important à mettre dans votre pitch. Chaque mot est important. Vous avez tous plusieurs offres, vous avez tous plusieurs cibles. Et bien quand vous vous présentez comme ça en communication pour valoriser votre offre, vous devez choisir une offre que vous allez adresser à une cible. Vous allez mettre en valeur un ou deux bénéfices clients et une ou deux caractéristiques de votre touche magique, d'éléments de différenciation par rapport à vos concurrents. Okay, pour que le message ne soit pas brouillé, pour que votre offre soit bien valorisée, elle doit être percutante. Et donc il faut que l'offre elle soit pointue, il faut que votre cible elle soit précise, il faut que les bénéfices que vous allez apporter à votre client soient évidents, et il faut que votre touche magique donne vraiment envie à votre prospect de vous rencontrer, de travailler avec vous, plutôt qu'avec un autre. Donc je vous invite à travailler cette présentation-là, qui va vous aider à clarifier ce que j'appelle le marketing de votre offre, c'est-à-dire votre offre, votre cible, la valeur ajoutée que vous apportez à vos clients et vos éléments de différenciation. On va revoir chacun de ces points maintenant. Le premier point, je l'ai déjà évoqué, il est fondamental que votre offre réponde à un véritable besoin. Et donc vous devez sans arrêt vous poser la question, mon offre, à quel besoin concret elle répond? Quel est le type d'entreprise qui est la plus à même d'être intéressée par mon offre? Quel est le type d'entreprise à qui je vais apporter une vraie valeur ajoutée? Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Vous devez vraiment construire votre offre par rapport à un besoin d'une cible à laquelle vous voulez la proposer. Et vous devez vous assurer de la pertinence de votre offre par rapport aux besoins de votre prospect en termes de secteur d'activité, en termes de problématiques. D'où l'importance, quand on cible des prospects, de connaître parfaitement bien le contexte dans lequel ils interviennent, leur activité, les problématiques qu'ils rencontrent et quelle offre est la plus susceptible d'apporter le plus de valeur ajoutée. Donc posez-vous bien cette question, mon offre est-elle bien en phase avec les besoins de la cible que je prospecte? Si vous avez un doute, retournez vers vos prospects ou vers vos clients, interrogez vos clients pour leur demander d'exprimer clairement quels sont les bénéfices qu'ils retirent de votre offre, quels sont les problèmes que votre offre leur a permis de résoudre, quelle est la vraie valeur ajoutée que vous leur avez apportée. En allant vers vos clients, ils vont vous faire des retours d'expérience, ils vont vous communiquer des informations, des critères d'évaluation auxquels vous n'avez pas forcément pensé. Vous, ce que vous pensez apporter ne correspond pas toujours à ce que le client finalement retire. Et donc, il est important de bien comprendre vos clients, quels sont les bénéfices qu'ils ont retirés de votre offre et pourquoi ils en sont satisfaits. Le retour de vos clients va vous permettre d'affiner votre argumentaire commercial et d'encore mieux valoriser votre offre à travers les véritables bénéfices réellement perçus par vos clients. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ça. Et donc, toute votre stratégie en fait de valorisation de votre offre va consister à travailler sur le schéma suivant. En fait, quand vous prospectez, je vais tout afficher et puis je vais vous expliquer après. Quand vous prospectez, en fait, votre objectif, c'est de bien identifier la situation dans laquelle se trouve votre prospect. Donc c'est l'état présent. Votre objectif concernant votre prospect, c'est d'identifier ce qui pourrait améliorer sa situation. Okay. Aujourd'hui, il est dans une situation donnée, il a des problématiques. Par rapport à votre domaine d'expertise, qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux qui lui permettrait d'être en meilleure situation dans son activité professionnelle, d'être plus performant. Et donc, votre objectif va être d'identifier quel est l'état désiré dans lequel il souhaite aller, parce qu'il va en tirer un vrai bénéfice. Donc, votre stratégie d'objectif va consister à réussir à faire bouger votre prospect pour le faire se déplacer de l'état présent vers l'état désiré.
Tant que votre prospect est bien là où il est, okay, tant qu'il est dans un état présent satisfaisant pour lui, il ne va pas vouloir bouger, et donc vous n'avez aucun moyen de réussir à vendre votre offre. Votre offre ne sera pas valorisée parce qu'elle ne va répondre à aucun besoin. Et donc vous devez vous travailler la problématique du client et votre questionnement pour bien comprendre quels sont les besoins non satisfaits aujourd'hui qui pourraient lui permettre d'être dans un état désiré meilleur et qui lui donnerait envie de passer de cet état présent à cet état désiré parce qu'il va en retirer un vrai bénéfice, les bénéfices clients qui est le but du but. Ensuite, votre client doit prendre conscience qu'il va rencontrer des obstacles pour passer de l'état présent à l'état désiré. Et vous, bien sûr, votre offre, elle va être là justement pour l'aider à franchir les obstacles, à résoudre ses problèmes et à passer de l'état présent à l'état désiré. Et c'est à ce moment-là que votre offre prendra toute sa valeur. Je vais vous donner un exemple très concret, très simple, pour que vous puissiez comprendre. Imaginez, je suis coach sportif, okay, coach en hygiène alimentaire, et j'ai rendez-vous avec un prospect qui est dans ma cible, qui est un prospect qui est obèse. Et je lui dis, voilà, aujourd'hui, vous êtes en surpoids, est-ce que cette situation vous convient? Et il me dit, oui, cette situation me convient. Et donc ensuite, je vais le questionner pour qu'il puisse identifier un état qui serait différent de son état actuel parce qu'il va en retirer un vrai bénéfice. Et donc je lui pose des questions, voilà, pour voyager, est-ce que vous n'avez pas de problème de confort? Est-ce que votre siège est suffisamment grand quand vous prenez l'avion, le train, etc. Est-ce que vous arrivez à faire du sport facilement? Est-ce que vous n'êtes pas trop vite essoufflé? Est-ce que vous n'avez pas de problème de santé lié au surpoids? Est-ce que vous arrivez à séduire les femmes facilement? Etc., etc. Je vais le questionner en lui posant des questions. Il va prendre conscience qu'effectivement, son surpoids l'amène à avoir un certain nombre d'inconvénients auxquels il n'avait pas conscience. Et le fait de le questionner l'amène tout doucement à envisager un état désiré différent de l'état présent parce qu'il va pouvoir en retirer de vrais bénéfices. Et il me dit, oui, c'est vrai que si j'avais des kilos en moins, eh bien, je serais mieux installé voilà, quand je suis assis à un fauteuil. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis essoufflé quand je fais du sport, et donc je peux pas en faire longtemps. Ça me permettrait de faire plus de sport. C'est vrai que j'ai des petits problèmes cardiovasculaires, j'ai des petits problèmes de diabète. Mon médecin m'encourage effectivement à faire attention. J'ai des petits problèmes de santé qui commencent à m'embêter. Et puis c'est vrai que pour séduire les femmes, c'est plus compliqué. Et donc tout doucement, il prend conscience des bénéfices qu'il pourrait retirer d'avoir un état désirable meilleur que l'état présent. Et à partir du moment où j'ai réussi à le faire se cheminer, à se projeter sur un état différent de l'état actuel, j'ai donc créé, formalisé, l'aider à prendre conscience de son véritable besoin. Et là, à ce moment-là, le prospect me dit, ben oui, mais bon, c'est compliqué parce que voilà, j'ai des déjeuners d'affaires tous les midis, ma femme est un cordon bleu, elle me fait plein de bons petits plats, j'adore grignoter en regardant la télévision, on reçoit beaucoup à la maison, voilà. Donc je rencontre un certain nombre de difficultés, d'obstacles qui m'empêchent de passer de l'état présent à l'état désiré. Et je lui dis, ben justement, mon métier, c'est d'aider les personnes, d'accompagner les personnes dans la perte de poids, pour qu'elles puissent en retirer tous les bénéfices que vous avez mentionnés tout à l'heure. Et donc je vous propose de vous accompagner pour vous aider à aller de l'état présent vers l'état désiré le plus rapidement possible. Et comme mon prospect était convaincu qu'il y a de vrais bénéfices à évoluer, à changer, et qu'il a conscience que je vais pouvoir l'aider à franchir ces obstacles, et donc que je vais lui apporter une vraie valeur ajoutée par rapport à sa situation, par rapport aux bénéfices finaux qu'il va en retirer, eh bien, il souscrit à mon offre, puisqu'il est intéressé. Et là, mon offre, elle a pris de la valeur uniquement parce que j'ai créé un écart entre l'état présent et l'état désiré. J'ai réussi à faire prendre conscience à mon prospect qu'il avait beaucoup d'intérêt, qu'il aurait beaucoup de bénéfices à atteindre cet état désiré. Et donc voilà, ça c'est un point fondamental. Pour valoriser votre offre, il faut absolument que votre offre permette à votre prospect
de passer d'un état présent à un état désiré, parce qu'il va en retirer de vrais bénéfices. Et parce que vous êtes l'expert du sujet, vous allez l'aider à travers votre questionnement à prendre conscience des difficultés qu'il rencontre, à l'aider à formaliser les bénéfices qu'il pourrait retirer d'une situation meilleure, et bien sûr à lui proposer l'offre qui va lui permettre de passer de cet état présent à cet état désiré. En fait, il faut que votre prospect, tout au long de la discussion, il passe progressivement d'une étape à une autre. Au départ, quand vous allez démarrer l'entretien, votre prospect va vous dire, bah voilà, globalement, moi, c'est presque parfait. Je suis satisfait de la situation dans laquelle je me trouve. Et puis, progressivement, à travers votre questionnement, il va se dire, bah finalement, non, je suis légèrement insatisfait, puis j'ai des problèmes avec, et puis je dois changer immédiatement. Si vous arrivez à lui faire prendre conscience qu'il a de véritables problèmes et qu'il aurait beaucoup de bénéfices à retirer, à évoluer, eh bien vous allez provoquer chez lui un déclic. Je dois changer immédiatement. J'ai pris conscience qu'effectivement, vous pouvez vraiment m'apporter de la valeur ajoutée, que les bénéfices que je vais retirer de votre offre sont évidents, et donc j'ai envie d'y aller. Donc je dois changer immédiatement. Si je reçois un de vos supports de communication qui met en valeur ça, je vais avoir envie de vous appeler. Si vous m'appelez pour me présenter votre offre, eh bien je vais accepter le rendez-vous. Et puis si on est en face à face, eh bien je vais vous demander de me faire une proposition parce que vous m'avez donné envie de bouger. Ok ? Souvent quand vous faites des devis et que vous n'avez pas de retour, c'est-à-dire que le prospect ne répond pas ou vous donne une réponse négative, eh bien c'est tout simplement parce que pendant l'entretien, enfin en tout cas dans le déroulement de la démarche commerciale, vous n'êtes pas descendu suffisamment bas dans les niveaux. Si le devis n'est pas accepté ou si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que le prospect, quand vous le quittez, il est à ce niveau-là, où c'est presque parfait, où je suis légèrement insatisfait, mais en tout cas, ça ne justifie pas d'entamer une démarche pour acheter une offre de produit ou de service. Et donc, vous devez absolument réussir à le faire descendre dans les différents niveaux. C'est un peu comme si votre prospect, il avait dans sa tête une balance où d'un côté, quand vous lui présentez votre offre, d'un côté, il met le coût de la solution, donc ça c'est le montant de votre devis, c'est assez facile pour lui à valoriser, et sur l'autre plateau de la balance, il met les bénéfices que vous allez l'aider à résoudre, le problème que vous allez l'aider à solutionner, et dès que votre prospect est convaincu que la valeur du problème est plus importante que le coût de votre solution, et bien à ce moment-là, il va acheter votre offre de produit ou de service. Tant qu'il n'est pas convaincu que vous avez une vraie valeur ajoutée et que la valeur que vous allez lui apporter est plus importante que le coût de votre solution ou le coût du changement, si ça nécessite un changement d'organisation, et bien à ce moment-là, il n'achètera pas votre offre. Petit exemple très simple pour illustrer ça, et qui est très important parce que là on parle bien des bénéfices que vous allez apporter à votre client. Je suis consultant en logistique, d'accord, et l'une de mes cibles, ce sont les PME de l'agroalimentaire qui ont comme client la grande distribution. Pourquoi c'est une de mes cibles ? Pourquoi j'ai développé une offre spécifique pour cette cible-là ? Eh bien tout simplement parce que je sais que les PME de l'agroalimentaire qui livrent avec retard la grande distribution payent des pénalités de retard et que ces pénalités de retard peuvent leur coûter très cher. Et donc je rencontre Monsieur Dupont qui est gérant d'une petite entreprise dans l'agroalimentaire et je lui dis voilà, comment ça se passe la livraison avec vos clients, la grande distribution. Et il me dit oh globalement ça se passe bien et je lui dis globalement qu'est-ce que vous entendez par là. Et il me dit bah voilà on livre presque toujours à l'heure. Presque toujours, je lui dis qu'est-ce que vous entendez par là. Bah voilà on a du retard dans 5 à 10% des cas. Et je lui dis quelles sont les conséquences. Eh bien dans ces cas-là on paye des pénalités de retard. Et je lui dis, ça vous coûte combien ces pénalités de retard? Et lui me dit, j'en ai aucune idée. Donc on va voir son comptable, et le comptable ressort toutes les factures de pénalités de retard qu'il a eues sur l'année. Et le comptable lui dit, voilà, Monsieur Dupont, ça nous a coûté 100 000 € cette année de pénalités de retard. Et Monsieur Dupont dit, ah oui, 100 000 €, j'avais pas conscience que c'était aussi important. Et moi je poursuis mon questionnement pour bien lui faire comprendre que l'état présent n'est pas un état idéal et qu'il a intérêt à aller vers un état désiré. Et je lui dis, voilà Monsieur Dupont, pour éviter ces pénalités de retard, quelle action avez-vous mise en œuvre?
Et il me dit, bah voilà, je fais faire des heures supplémentaires quand on est vraiment à la bourre. Et je lui dis, ça vous coûte combien ces heures supplémentaires? Il me dit, j'en ai aucune idée. On retourne voir le comptable, qui chiffre toutes les heures supplémentaires et qui dit, voilà, monsieur Dupont, cette année, ça nous a coûté 200 000 € d'heures supplémentaires. Et ces 200 000 €, je rajoute un petit poids dans la balance gravité du problème, à côté du premier petit poids des 100 000 € des pénalités de retard. Et je continue mon questionnement pour continuer à charger le plateau gauche de la balance. Et je lui dis, voilà, vous faites des heures supplémentaires et ça se passe bien au niveau de l'entrepôt, les personnes acceptent facilement. Et il me dit non, pas facilement. Il y a des personnes qui se sont mises en grève, et d'ailleurs j'ai eu une grève de 2 jours il n'y a pas longtemps. Et je lui dis, ça vous a coûté combien cette grève? Et il me dit, ben, j'en ai aucune idée. On refait une simulation avec lui du coût de la grève, on va voir le comptable, et on chiffre, coût de la grève, 50 000 €. Et je rajoute un poids dans la balance, gravité du problème, etc., etc., etc. Et à la fin de notre discussion, je lui dis, ben voilà, monsieur Dupont, après avoir analysé un petit peu la situation, eh bien aujourd'hui, et à présent, votre logistique défaillante vous coûte 500 000 € par an par rapport à toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer. Moi, pour 20 000 €, je vous propose un audit complet de l'organisation de votre logistique avec un certain nombre de recommandations concrètes qui vont vous permettre d'éviter d'avoir ces pénalités de retard. Monsieur Dupont compare d'un côté le problème 500 000 € par an, de l'autre le coût de la solution 20 000 €. La balance penche nettement du côté de la gravité du problème et il me dit oui bien sûr, je suis intéressé, faites-moi une proposition. Donc vous voyez, il y a tout un travail à faire de questionnement de votre client pour bien l'amener à prendre conscience d'une situation qui n'est pas la situation idéale. Et comme vous êtes l'expert dans votre métier, vous êtes l'expert de votre offre de produit ou service, eh bien vous savez exactement quelles questions vous devez lui poser, où vous souhaitez l'amener, dans quel état désiré vous souhaitez l'amener, pour qu'il prenne conscience de son besoin, de la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter et de l'envie de travailler avec vous. Alors vous avez un outil pour ça que certains d'entre vous connaissent sûrement, qui est la méthode CAB, caractéristiques techniques, avantages techniques et bénéfices d'usage pour l'utilisateur. Je vous invite à prendre une feuille blanche, pas maintenant, vous le ferez après. Vous prenez une feuille blanche, vous faites 3 colonnes. Vous essayez dans la première colonne de définir toutes les caractéristiques techniques de votre offre, puis de traduire ces caractéristiques en avantages techniques, et ensuite de traduire ces avantages techniques en bénéfices d'usage, d'accord, comme les exemples que je vous ai donnés, pour la personne qui était obèse ou pour ce dirigeant d'entreprise d'une PME agroalimentaire. Quels sont les bénéfices d'usage, les bénéfices concrets que je vais pouvoir apporter au client. Juste un exemple, si je fabrique des bouteilles d'eau en plastique, d'accord, la caractéristique technique, c'est qu'elles sont en matière plastique. L'avantage technique du plastique, c'est qu'il est plus léger que le verre et qu'il est incassable. Le bénéfice que je vais en retirer moi en tant qu'utilisateur, eh bien, c'est que ces bouteilles seront plus faciles à transporter puisque le plastique est plus léger que le verre et qu'il n'y aura pas de risque de coupure puisque le plastique est par définition incassable. Donc je vous invite à travailler ce tableau-là. Vous devez réussir, pour une de vos offres, à avoir une dizaine de caractéristiques techniques et à la traduire en une dizaine de bénéfices d'usage. Ce sont ces bénéfices-là que vous allez chercher à générer chez votre prospect, que vous allez chercher à mettre en valeur, et c'est ces bénéfices-là qui vont valoriser votre offre dans votre argumentaire commercial. Autre élément, on l'a vu important tout à l'heure, au-delà des bénéfices que vous allez apporter à vos prospects, et bénéfices, vous l'avez bien compris, qui seront étroitement liés à la cible que vous allez viser. Si vous avez beaucoup de mal sur votre marché à vous différencier de vos concurrents, parce que globalement, vous vous dites, bah voilà, moi je fais la même chose que mes concurrents, ok, je peux apporter un bénéfice, mais tous mes concurrents apportent le même bénéfice, comment je peux me différencier d'eux? Il y a une stratégie que je vous invite à explorer si vous ne la connaissez pas déjà, qui est la stratégie de l'océan bleu. La stratégie de l'océan bleu, le principe c'est quoi? C'est que vous êtes sur un marché aujourd'hui où il y a une multitude de concurrents, d'accord? Ces concurrents, ce sont des requins qui s'entretuent entre eux, et donc votre océan devient rouge de sang. Et vous, votre objectif, stratégie océan bleu, c'est de quitter cet océan rouge de sang pour aller dans un nouvel océan qui est bleu,
parce que vous serez tout seul, il n'y aura pas de concurrence. C'est un beau projet, n'est-ce pas? Et donc cette stratégie Océan Bleu, eh bien, ça consiste à dire, aujourd'hui vous êtes dans un marché Océan Rouge où j'agis dans les marchés existants, l'Océan Bleu, je crée un marché vierge, l'Océan Rouge, on cherche à battre les concurrents, dans l'Océan Bleu, on met les concurrents hors jeu, dans l'Océan Rouge, on exploite la demande existante, dans l'Océan Bleu, on crée et on va capturer une nouvelle demande, dans l'Océan Rouge, on cherche à obtenir le meilleur rapport qualité-prix, les clients demandent toujours plus de qualité, toujours plus de services pour toujours moins cher, dans l'Océan Bleu, on va casser ce cercle qualité-prix, et enfin, dans l'Océan Rouge, on va poursuivre une différenciation par rapport à son concurrent, ou si on n'arrive pas à différencier, une politique de prix bas. Dans l'Océan Bleu, on va à la fois créer une différenciation par rapport à nos concurrents, tout en pratiquant des prix élevés. Donc vous voyez bien que c'est un modèle vertueux qui va permettre d'augmenter la valeur apportée à vos clients, d'augmenter la valeur de votre entreprise, tout en diminuant les coûts. Si vous prenez l'exemple très connu d'Apple, Apple, quand il a lancé son premier micro-ordinateur ou son premier téléphone, eh bien, Apple était tout à fait dans une stratégie Océan Bleu. Il a créé un nouveau marché, donc en mettant directement les concurrents hors jeu, puisqu'il ne proposait pas du tout ces mêmes produits en termes d'ergonomie, en termes de design, en termes de fonctionnalité. Il a capturé une nouvelle demande, l'offre a généré la demande. Il a cassé le cercle qualité-prix dans la mesure où il proposait des produits de qualité mais très différenciants en termes d'ergonomie, de design et d'usage avec des prix très élevés. Et donc il a réussi à créer une vraie différenciation par rapport à ses concurrents tout en créant des prix élevés. Et donc il a pendant très longtemps été dans un Océan Bleu qui a très vite été, rejoint par des concurrents qui l'ont imité, qui l'ont copié. Et aujourd'hui, sans cesse, il cherche à recréer de nouveaux océans, de nouvelles marges de manœuvre pour de nouveau aller sur de nouveaux marchés dans lesquels il n'y a pas de concurrence ou moins de concurrence. La stratégie, les différentes étapes de la stratégie de l'Océan Bleu, ça consiste à identifier les critères de concurrence avec vos concurrents, de définir la courbe de valeur de vos concurrents et de mener une action pour chacun des critères. Donc en fait, vous allez essayer de retracer le cycle d'expérience de vos acheteurs, de vos clients. Qu'est-ce qui se passe chez vos clients entre le moment où ils veulent acheter le produit jusqu'au moment où ils vont l'utiliser, vouloir des compléments, l'entretenir et l'éliminer. Et pour chacune des étapes de son processus d'utilisation de vos produits, chacune des étapes du cycle d'expérience de l'acheteur, vous allez vous poser des questions. Est-ce que pour chacune des étapes, mon client, l'acte qu'il va réaliser, il est productif pour lui, il est efficace? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est commode? Est-ce qu'il ne présente pas de risque? Est-ce qu'il éprouve un certain plaisir? Et est-ce qu'il est dans une logique d'environnement, de développement durable? Vous allez comme ça pouvoir identifier un certain nombre d'axes de progrès là où dans les cases où vous estimez que la situation n'est pas optimale et là où ça pourrait être amélioré. Et une fois que vous aurez défini un certain nombre de critères de concurrence, vous allez essayer de construire une nouvelle chaîne de valeur. Quels sont, dans les critères de concurrence que vous avez avec vos concurrents, que ce soit des problèmes de prix, des problèmes de délai, des problèmes de service, des problèmes de mode d'achat, des problèmes de mode de consommation, des problèmes de SAD, etc. Sur toutes les problématiques, les critères de concurrence qui font qu'un client va vous choisir vous plutôt qu'un autre. Quels sont les critères dans votre offre aujourd'hui que vous souhaitez exclure? Donc ce sont des critères de votre offre qui n'apportent pas de valeur au client. Okay, vous accordez beaucoup d'importance à tel type de service, mais le client ne perçoit absolument pas cette valeur. Donc vous allez supprimer ce critère service. Quels sont les critères que vous pouvez atténuer? Ce sont des critères que vous proposez à votre client, mais qui vous coûtent beaucoup d'argent, mais la valeur n'est pas perçue par le client. Par exemple, vous vous engagez à livrer un produit dans les 48 heures. Ça vous coûte ce délai de livraison, alors que le client n'a pas besoin d'avoir ce produit dans un délai aussi court. Eh bien, vous allez peut-être atténuer ce critère-là qui n'est pas apporteur de valeur pour le client, par contre qui est un vrai surcoût pour vous. Et ensuite, vous allez vous poser la question, quels sont les critères que je peux renforcer? C'est-à-dire que ce sont des critères qui sont très appréciés par mon client, qui dit avoir beaucoup de valeur grâce à ses clients, à ces critères-là, et ce sont des critères que moi je ne valorise pas forcément suffisamment, que je pourrais encore mieux valoriser, donc que je pourrais renforcer pour apporter encore plus de valeur à mes clients. Et j'en ai pas forcément conscience.
Donc je vais renforcer ces critères-là. Et ensuite, quels sont les nouveaux critères de concurrence que je peux créer? Quelle est la nouvelle source de valeur que je peux apporter au marché qui n'existe pas aujourd'hui mais qui va intéresser mon client? Un peu comme l'exemple d'Apple que je citais tout à l'heure. Et donc vous allez, par rapport à votre offre, définir un certain nombre de critères que vous souhaitez exclure, créer, atténuer ou renforcer. Et donc ça va faire contribuer à faire évoluer votre offre pour apporter davantage de valeur à vos clients. Vous allez, en fonction des critères de concurrence que vous aurez identifiés, tracer les courbes de valeur, d'accord, de vos concurrents. Donc là, ici, c'est l'exemple du Cirque du Soleil, qui a établi les critères de concurrence des grands cirques Barnum, et puis qui, sur chacun de ces critères, a cherché à se positionner exactement à l'opposé. D'accord, une vraie stratégie Océan Bleu gagnante, c'est une stratégie où vous êtes à l'opposé de vos concurrents sur le maximum de critères. Donc par exemple ici, si on prend l'exemple des cirques du Soleil, les cirques Barnum pratiquaient des prix faibles pour attirer le plus grand monde, eux se sont mis sur un positionnement de prix moyen plutôt élevé. Les cirques Barnum dépensaient beaucoup d'argent pour faire venir des vedettes. Le Cirque du Soleil a supprimé ce surcoût qui n'apportait pas forcément une valeur évidente pour les spectateurs. Le Cirque Barnum avait beaucoup d'animaux qui coûtent très cher en transport, en entretien, en nourriture, en soins, etc. Le Cirque du Soleil a pris le choix de ne pas avoir d'animaux parce que c'est un grand surcoût qui n'était pas forcément avec une valeur très importante perçue. Et inversement, le Cirque du Soleil a créé de nouveaux critères de concurrence, comme par exemple le fait d'avoir des spectacles à thème, qui s'inspirent du monde du théâtre, une ambiance raffinée où les costumes, les décors sont soignés, un renouvellement des thèmes réguliers, et une musique et une danse de qualité. En créant ces critères de concurrence-là, il a créé de nouveaux critères pour créer un nouveau marché, un nouvel océan bleu. Il a supprimé les critères qui représentaient des surcoûts importants pour lui, mais dont la valeur n'était pas forcément perçue par le client. Et il a bien sûr gardé les critères qui étaient importants. En faisant cette stratégie Océan Bleu, les Cirques du Soleil se sont fortement différenciés de ses concurrents. Et vous voyez que l'avantage de cette stratégie Océan Bleu, c'est que vous apportez de la valeur pour votre client, vous augmentez la valeur apportée au client, ce qui vous permet de pratiquer des prix élevés et donc d'augmenter la valeur de l'entreprise tout en diminuant les critères qui génèrent un surcoût et dont la valeur n'est pas perçue par le client. Et donc il va permettre de diminuer les coûts de ces critères pour votre entreprise et donc d'améliorer la rentabilité. Et donc je vous invite dans votre activité à avoir cette réflexion sur la stratégie Océan Bleu que vous pourriez mettre en place parce que vous pourriez avoir des résultats significatifs. Alors ensuite, valoriser son offre, eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, voir comment vous pouvez élargir votre offre. Vous proposez des produits, quels sont les autres produits que vous pourriez proposer? Vous proposez des produits mais il n'y a pas de service, quels sont les services que vous pouvez proposer en complément de votre offre de produits? Vous proposez des services, quels sont les nouveaux services que vous pouvez proposer à votre client pour augmenter la valeur, parce que vous avez perçu qu'il y a un besoin auquel vous ne répondiez pas complètement aujourd'hui. Autre moyen également, vous pouvez vous poser la question, pour augmenter la valeur apportée à vos clients, comment mieux valoriser mon offre sur toutes ces dimensions? Est-ce que mon offre, elle répond à des besoins spécifiques? Est-ce que j'ai une offre sur mesure? Est-ce que mon offre est suffisamment qualitative pour répondre au niveau d'exigence de mes clients? Est-ce que je dois accompagner mes clients dans l'usage de mon offre de produit ou de service parce que ça va être apporteur de valeur ajoutée? Est-ce que je dois proposer une assistance technique permanente, une maintenance, parce que ça va être source de valeur ajoutée? Est-ce que la sécurité des approvisionnements est un élément important? Est-ce que je dois garantir des délais d'approvisionnement, des délais d'intervention, une réactivité à mon client parce que c'est une valeur qui est importante pour lui? Voilà. Est-ce que les délais de livraison sont un élément prépondérant? En vous posant toutes ces questions, vous allez identifier des axes de progrès et des critères d'évaluation dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont importants pour vos clients, pour lesquels eux, ils accordent de la valeur et pour laquelle vous n'aviez pas forcément perçu qu'ils étaient autant apporteurs de valeur.
Ensuite, pour augmenter la valeur de votre offre, eh bien, vous pouvez créer une communauté de clients. Pourquoi? Parce que ces clients-là vont se rencontrer, vont échanger, vont pouvoir commenter votre offre, vont pouvoir vous aider à l'améliorer, vont pouvoir même dans certains cas co-construire votre offre, donc participer à son évolution. On sait tous qu'un client qui est fortement impliqué dans l'évolution, dans l'évaluation et dans l'évolution de votre offre, c'est un client fidèle. Si vos clients sont satisfaits, ce seront des ambassadeurs et donc ils vont parler de votre offre dans la communauté que vous allez créer et donc ça va mieux valoriser votre offre au-delà de vos argumentaires commerciaux parce que les témoignages clients sont les éléments les plus forts pour convaincre un prospect de faire appel à vos services. Vous pouvez, dans la même lignée, bien sûr, demander des témoignages à vos clients satisfaits, témoignages que vous allez pouvoir utiliser sur vos supports de communication, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, sur vos plaquettes. Mais vous pouvez également organiser des journées de portes ouvertes, des forums clients, des focus clients, des conférences, des occasions où vos clients vont pouvoir témoigner des prestations que vous avez réalisées pour eux. Et ces témoignages ont une grande valeur puisque les prospects vont s'identifier à vos clients et un bon témoignage client a plus de poids que le meilleur des argumentaires. Donc je vous invite vraiment à bien valoriser ces témoignages, à les demander auprès de vos clients et à les valoriser à travers tous vos supports de communication. Et enfin, pour valoriser votre offre, eh bien sûr, il faut communiquer sur votre offre. Vous avez beau avoir la meilleure offre du monde, si elle n'est pas connue, elle n'a aucune valeur. Et donc, pour communiquer sur votre offre, eh bien, vous avez deux stratégies à mener conjointement. La stratégie d'inbound marketing, qui va consister à générer du contenu, qui va montrer votre expertise. Et donc, cette génération de contenu va amener le prospect à vous contacter, il va venir à vous. Ça peut être, à titre d'exemple, des blogs d'entreprise, des livres blancs, des conférences que vous allez faire, des vidéos, des webinars comme celui-ci, de la publicité, de communication sur les réseaux sociaux. Bref, il existe une multitude de moyens pour communiquer sur votre expertise, pour générer du contenu à valeur ajoutée qui va donner envie à votre prospect de vous appeler et d'aller plus loin, à combiner avec une stratégie d'outbound sales qui va consister à aller là vers le prospect et donc vous aurez un ciblage beaucoup plus précis, les contacts seront beaucoup plus qualifiés. Votre objectif là, c'est de générer des leads sur le court terme. Contrairement à l'inbound marketing, vous allez générer des leads sur le long terme, en beaucoup plus grand volume, les moins qualifiés. Et donc, on va retrouver dans ces stratégies les emailing ciblés, avec traçabilité, la prospection téléphonique, la prospection terrain, la présence à des salons, métiers ciblés par votre activité, et puis ce dont j'ai parlé avant, les activités, les journées portes ouvertes pour communiquer sur votre offre. Voilà, tous les éléments que je souhaitais partager avec vous concernant comment valoriser mon offre pour réussir. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, mais écoutez, je vous invite à les poser, c'est le moment. Et je vais y répondre avec grand plaisir. Si vous n'avez pas de questions, mais écoutez, je vous invite à évaluer mon webinar, à noter mon webinar, à mettre des étoiles et un petit commentaire. Ça me permettra d'améliorer mes prochains webinars. Je vous rappelle donc que vous pouvez télécharger dès maintenant cette présentation, que ce webinar a été enregistré et donc que vous pourrez le visionner sur ma chaîne YouTube Pierre Jean Bouillet à partir de lundi. Voilà, j'attends encore quelques minutes si vous avez des questions. Écoutez, n'hésitez pas, c'est le moment, j'y répondrai avec grand plaisir. J'attends quelques instants que chacun puisse éventuellement taper ses questions. Et sinon, je vous invite à vous inscrire à mes prochains webinars. Le prochain aura lieu vendredi 16 décembre à 11 h. Vous pouvez les retrouver directement sur ma chaîne Webikeo. Si vous tapez PJB Consulting, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous serez informé de tous les webinaires qui circulent. Voilà, bon a priori, il n'y a pas de questions, donc je vous